Bonjour, bienvenue dans Arcade-moi ça. Vous avez vu récemment que j'ai remis en vie une Amazing Spider-Man au McFly. Cette Amazing Spider-Man est maintenant fonctionnelle, mais elle a besoin de beaucoup d'amour côté visuel. Alors aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire une capsule qui implique toutes les étapes nécessaires pour refaire un bac glace. Parce que c'est pas une mince affaire, ça en prend plusieurs étapes. Et je ne m'attaquerai pas à la reproduction de n'importe quel bac glace, mais ceux-là de l'Amazing Spider-Man, ça reste un des moins pires à faire. Je vous explique. Voyez-vous, une des raisons pour laquelle je suis prêt à refaire ce visuel-là, c'est que c'est essentiellement uniquement des couleurs en aplat qui ont été utilisées. Il n'y a pas de trame, il n'y a pas de halftone pattern. Et les couleurs qui sont parties, ça va être facilement sélectionnable dans Photoshop pour sélectionner une région et refaire les portions manquantes. Mais c'est quand même assez impressionnant. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu un bac glace qui a usé à la grandeur de manière égale. Partout, il manque des chips. D'habitude, ça va être comme par exemple à centigrade 37, il en manquait où il y avait certaines lumières, à les endroits où il y avait de la peau, une certaine... Tu sais, des fois, ça va être une certaine couleur qui va être plus affectée. Alors que là, dans ce cas-ci, on voit que la seule couleur qui n'a pratiquement pas été affectée, c'est l'espèce de bleu marin qui est juste ici. Sinon, tout le reste, et spécialement le jaune, ont morflé avec le temps. Alors, autre détail super intéressant à savoir, c'est que d'un, moi j'ai toujours été convaincu que le visuel de la Amazing Spider-Man de Gottlieb avait été fait par John Romita. John Romita, c'était le dessinateur de Spider-Man pendant les années 70. Et si on regarde son style visuel, on voit vraiment le old school Spider-Man qui a été reproduit sur le playfield et sur le bac glace. Mais non! C'est pas John Romita, c'est bel et bien Gordon Morrison, l'artiste attitré à toutes les pinballs Gottlieb pendant les années de mi-60 et toutes les années 70. Donc, Gordon Morrison a imité le style de John Romita pour refaire tout le visuel. Alors, sûrement que Gordon coûtait moins cher que John Romita. Who knows? Mais je voulais faire quand même mention à quel point... Et même hier, j'ai remarqué quoi que j'avais jamais vu. Il y a Black Widow dans le bac glace. J'étais sûr qu'ils auraient mis Black Cat, mais non, ils ont mis Black Widow, The Vulture, Dr. Octopus et Green Goblin. Il aurait juste manqué un Mysterio quelque part, puis on aurait été pas loin d'un Sinister Six. Alors, pour être capable de venir à bout de faire une reproduction de ce bac glace-là, j'ai entre autres besoin de mettre à profit ce scanner qui se paye tout seul. Franchement, c'est le meilleur achat que j'ai fait depuis longtemps. Il est vraiment nice. Avant de pouvoir scanner, je vais nettoyer toute la vitre. Je vais essayer d'enlever cette pièce de métal-là qui est très dure à enlever. Je vais enlever le petit coussinage ici. Mais je vais vous montrer, une fois que ça va être prêt, comment se passe la numérisation en partie de ce bac glace. On va commencer par enlever la petite moumousse parce que dans la vie, je préfère commencer par ce qui est le plus facile et me garder le crunchy pour la fin. Allez, coopère, petite colle en décollant. Ah, tiens, tirez dessus. Même le tape suit bien. Colin. J'aime ça, les bonnes nouvelles de temps en temps. Pour ce qui est de la languette de métal, je me posais beaucoup de questions et je l'ai posé entre autres à mon ami Marc et Jeff. Et Marc m'est arrivé avec une réponse qu'il a trouvée sur le net que j'ai trouvée particulièrement intéressante, qui valait la peine d'être essayée. C'est-à-dire laisser faire aller la gravité. Donc, on applique le bac glace à l'envers de cette manière-là avec la lisse de métal à côté sur la table. Eux autres, ils suggéraient de mettre 2 têtes de pinball côte à côte. J'ai pas 2 têtes de pinball côte à côte, je suis désolé. Et j'ai pris une grosse boîte de carton dans laquelle j'ai mis un drap qui va amortir la chute, car semble-t-il qu'après quelques heures, et peut-être même une journée complète, la vitre va descendre par elle-même très lentement et éventuellement s'accoter dans le fond de la boîte. Alors, il paraît que si ça marche pas, on peut peut-être utiliser un séchoir, mais semble-t-il qu'ils n'ont jamais eu à en venir à cette solution et j'aimerais éviter d'avoir à chauffer la peinture et la faire écailler davantage. Après plusieurs heures à côté sur le bord de la table, la progression est complètement nulle. Tiens donc, c'est vraiment bien collé. Sinon, j'ai trouvé une espèce de petit truc où je peux lever le playfield et le playfield. Je peux lever le bac glace et le laisser frapper comme ça avec petits à-coups. Ça fait que ça répartit en fin de compte tout le choc sur la longueur du bac glace. Ici, je l'ai fait plusieurs fois sans aucun succès. Sauf que si je vais de l'autre côté,
On peut voir qu'il y a une légère progression. Voyez-vous, la vitre, elle a un petit peu commencé à sortir en y allant avec cette méthode. Alors, je vais faire ça off-camera, très délicatement, et j'espère vous revenir avec de bonnes nouvelles. Eh bien ça, alors, j'ai eu une progression de ce côté. Je pensais pas que la majorité de la capsule de restauration du backglass allait être sur comment le déclipper. OK? À moins vraiment qu'il arrive un gros avarie, là, je veux ne plus avoir à m'attarder à ce défi-là. Mais c'est quelque chose. Franchement, là, défaire une vitre de sa braquette, ça a juste pris 3 jours. Je sais pas, 3 jours intenses, mais c'est après 3 jours de cognage et de petits frappages. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je prenais, quand la vitre était encore dans la lisse ici, je l'accotais sur le bord comme ça, comme vous avez pu voir, et je la laissais tomber. Et j'en ai profité pour vraiment scraper le rebord de ma table en même temps. Mais ça a été long. J'ai essayé de chauffer avec le séchoir, ça l'a aidé un peu. Mais enfin, le backglass est libre, alors je suis prêt à faire le scan. Et franchement, pour faire le scan, une fois que tout est setupé, ben, j'ai pas mal juste à peser là. Et le scan se produit. Et il apparaît à l'écran, juste ici, c'est le bordel sur mon bureau. Et j'enregistre la photo, et puis voilà. En fait, j'ai déjà tout scanné, mais je voulais vous montrer toutes les étapes à travers lesquelles j'ai passé pour être capable de scanner toutes les parties du backglass de Spider-Man. Et là, j'ai franchement un gros boulot devant moi de tout rapiécer ça ensemble et de trouver une manière de faire des sélections rapides dans les zones, comme par exemple toute la sélection de jaune, pour dire, ben, tout ce qui n'est pas jaune dans la sélection de jaune, mets ça jaune. Ça va être long. But wait, there's more! Faut pas oublier de scanner l'arrière du backglass parce qu'il y a des informations importantes, hein? Il y a un rétroéclairage à faire, alors il y a du masking. Alors, ah ouais, dans Canis. J'aurais vraisemblablement terminé le juxtaposage, le stitching, l'assemblage, le casse-tête-fiage d'assembler les 6 photos qui permettent de faire l'intégralité du backglass. C'était pas facile. Il va y avoir quand même encore des petits ajustements à faire à des petits endroits, des petits déplacements, parce que c'est ça. Il y a une espèce de... Ah, c'est bon, je pensais que j'étais correct, mais finalement, il m'en reste plus que je pensais. Bref, c'est pas facile de faire la correction de perspective causée par le scanner, mais ça vaut la peine de se battre, alors je vais y arriver. Alors, maintenant que le backglass et tous les morceaux sont réattachés ensemble, j'ai commencé à travailler, j'ai déjà fait un bon bout de travail même. Alors, on peut voir, par exemple, la zone jaune ici est terminée, contrairement à ce que c'était auparavant. Alors, voici pas mal comment le jaune n'est vraiment pas une couleur qui a été prête à subir les affronts du temps. Les sections mauves sont sensiblement pas mal avancées. Les portions oranges ne sont pas encore faites. Le rouge est pas mal avancé. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. J'ai fait quelques spots ici et là. Alors, j'y suis allé absolument sans aucune méthode. J'y allais en fonction de la zone qui me tentait le plus. Pour être capable de couvrir, de changer plusieurs zones à la fois qui... sans avoir à utiliser le paintbrush, ce que j'y vais, c'est que j'utilisais le Select Color Range de Photoshop. Comme par exemple ici, je vais sélectionner l'orange. Et le Select Color Range est sûrement l'option de Photoshop qui a le moins évolué depuis les 20 dernières années. C'est l'enfer. Comment cette option-là est super importante. Puis peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé à travers le temps, mais ça reste encore tellement arbitraire la manière de sélectionner une couleur avec le Select Color Range. C'est juste un mini preview de schnout de ce type. Alors, bref, moi ce que je veux, c'est pas mal juste l'orange. En tout cas, bref. C'est pas si mal, ça me donne ce qui est en blanc, c'est ce qui est supposé être sélectionné. C'est pas mal à l'aveuglette. Alors si je regarde ce que ça donne, on voit par les petits pointillés c'est quoi la zone orange qui est normalement sélectionnée un peu partout. Et c'est pas trop mal. Alors ce que j'avais fait, il y a déjà certaines zones que j'avais faites en orange. Ça fait que j'utilise la pipette. Je vais piquer l'orange que j'ai déjà utilisé ailleurs. Et ce que je fais, c'est que j'aime bien faire le alterne backspace. Je suis très shortcut clavier.
Alors le Altern Backspace, ça vient remplir notre sélection avec la couleur, je sais pas si on la voit, la couleur qui est juste ici. C'est vraiment pas le meilleur tuto Photoshop de YouTube, hein, on s'entend. Mais ici, il y a deux couleurs. Notre couleur de foreground, background. Alors, si on fait Altern Backspace, on remplit avec la couleur de foreground. Si on fait Control Backspace, on remplit avec la couleur de background. Et on va se faire un petit time-lapse pour toute cette section-là. Alors, je vais ramener le Gottlieb comme il faut. Les choses avancent bien, même si c'est terriblement long. J'ai passé une très grosse journée dessus hier, entre autres dimanche, peut-être un 7 à 8 heures. Alors je vais montrer, entre autres, le fameux Green Goblin qui est terminé. Et puis, ouais, je vais assez profond dans les détails. Là. Je m'arrange vraiment là, que ce soit le plus tight possible, là, que toutes les couleurs soient bien fitées l'une après l'autre. J'ai fini de redessiner tout le D. Gottlieb & Co. Hier, j'ai avancé pas mal le Amazing Spider-Man, ça aussi. Ouais, ça aussi, ouais, c'est très avancé. Après ça, Spider-Man en tant que tel, lui aussi, il est fini. Alors, ce qui est le plus long, c'est vraiment tous les petits effets de dégradé avec les petits picots, parce que j'y redessine un petit peu tout un après l'autre, parce que sinon, c'est vraiment pas beau, là. Ça fait que c'est quand même assez long. Je suis rendu à faire quelques buildings. Hier, j'ai avancé quand même. Tous ceux-là ici ont été faits, alors toutes les petites taches blanches ont été redessinées au complet, les petits oiseaux, puis là j'ai fini le bas parce qu'il faut que je rajoute du visuel ici, ça fait que tout le bas ici a besoin d'être redessiné jusqu'à un certain point. Alors il va me rester bientôt juste le Docteur Octopus, les petites fenêtres, il reste le frame de pointage ici, le Spider-Man, puis beaucoup de petites retouches, là, comme je dis, là, dans les affaires, parce qu'il y a des semi-dégradés, demi-tons à faire de orange qui mixe dans le jaune. Il va rester le Vulture, un autre Spider-Man ici. Fait qu'hier, j'ai arrêté sur le travail sur la Black Widow. Je suis quand même assez content parce que j'ai travaillé plus fort sur sa face. Là. Je voulais qu'elle soit cute. Là. Fait que j'ai mis les yeux verts parce qu'elle n'avait pas de couleur dans les yeux. J'ai mis du rouge à lèvres. J'ai mieux défini plusieurs des reflets dans ses... les détails dans ses cheveux.
Alors, je dirais qu'il m'en reste encore pour au moins un autre bon 3-4 heures. 3-4 heures. Quel optimiste je fais. En réalité, il y en avait pas mal plus pour environ 8 heures. Parce que, oui, enfin, le visuel est maintenant terminé et ça n'a pas été de tout repos, hein. Franchement, le texte et tout a été refait, les petits oiseaux, chaque petit picot blanc ici. Alors, si on veut zoomer là, au maximum, regarde, on va y aller au maximum du pixel, OK? Alors, ouais, j'allais jusqu'à ce niveau-là de qualité, de précision. Et je suis quand même content. Ça a valu la peine. C'était pas le temps d'y aller à moitié. Alors voilà, c'est maintenant réglé pour tout ce qui est le visuel devant. Reste maintenant le visuel qui va habiller, en fin de compte, le masque à l'arrière. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une couche de blanc et il y a une portion masquante. Et la voici. Parce que ça aussi, je l'ai fait. Ben oui, alors je me suis référé aux images originales et il fallait faire un petit découpage de gris pour bloquer la lumière. Okay? Il y a des lumières derrière ça ici et on veut par exemple que l'ampoule qui est juste derrière le 1, quand elle allume, elle fasse une belle démarcation pour le chiffre 1. Et pour ceux-ci, parce qu'il faut savoir que le chiffre 1 y apparaît sur le visuel original, hein? Voyez-vous, on voit le 1, mais tout ce qui est texte comme Shoot Again, Game Over et Tilt, eux, n'apparaissent pas sur le visuel original. Ils vont n'apparaître que lorsque la lumière derrière va s'allumer. Alors, il va y avoir un crevé. Alors, c'est pour ça qu'il y a une zone grise qui va masquer la lumière et laisser passer uniquement la zone où est-ce qu'il va avoir le texte. Alors, j'ai recopié le texte exactement. En fait, j'ai vraiment fouillé beaucoup pour essayer de trouver la fonte, la police de caractère la plus exacte possible. J'en ai trouvé une très près. Ce n'est pas exactement la même, mais à un moment donné, vous allez me pardonner cet écart de conduite, mais je me permets de relâcher la pédale pour ce genre de détails. Mais franchement, là, le fit est à 90% près, exactement comme la typo originale. Alors, il y a le High Game to Date aussi, que lui aussi est masqué originalement, qui va s'allumer seulement quand la lumière s'allume. Alors, j'exporte ces deux fichiers-là en PNG, je les envoie chez Graphica et on va être prêt à envoyer ça en impression. En fait, je contacte le vitrier, je fais faire la vitre, je vais chez le vitrier lorsqu'elle est prête, je prends la vitre et sur le même chemin, je l'amène chez Graphica à qui je vais avoir fourni les deux fichiers. Et normalement, on devrait avoir la vitre. Non, pas long. Ça achève. Eh bien, regardez donc, de dlé. Je reviens tout juste de chez Graphica. Alors, vous m'épargnerez, j'ai pas filmé le moment où je me présente chez Vitrerie Lepage et le moment que je me présente chez Graphica. Alors, il n'y a que le moment du déballage. Et c'est un moment assez chaud dans mon cœur parce que c'est beaucoup de travail. Et pour ne pas faire de fausses manipulations, je vais terminer le déballage off. Ben, attends une minute. À quel point je suis capable de faire le déballage comme ça, là? On va enlever la facture. De faire le déballage devant vos yeux, trébaillis, sans faire de faux mouvements. C'est bien emballé. Et c'est extrêmement apprécié parce que on voudrait pas que ça soit autrement. Là, pour cette étape-là de beaucoup de tape, en d'autres circonstances, j'aimerais utiliser un X-Acto. Mais vous comprendrez que c'est pas du tout le type de produit que j'ai envie d'approcher une lame. I'm excited as a little girl. Et demain, je vais au McFly l'installer. En espérant. Mon stress à partir de maintenant, c'est tout ce qui est mesure. C'est tout ce qui est calcul de dimension pour que tout fit exactement à la bonne place. Parce que il y a quand même lieu à se tromper. Bon, écoutez, c'est 26 par 26. Mais c'est vraiment tout ce qui est petite fenêtre qui risque peut-être d'avoir un petit jeu. Je me suis mis une petite zone de tolérance, mais
yes. Yes, de yes. Ah, yes. C'est cool. Simon, dans les zones plus foncées de chez Graphica, on s'est entendu finalement pour faire un crevé, pour être sûr que la lumière passe le mieux possible à travers le texte. Fait que, il a modifié mon fichier pour faire un crevé, comme ça il n'y a pas de blanc. Et puis ça fait en sorte que on est sûr que le texte va être le plus lumineux possible finalement. Good. Là pour le 180, est-ce que je me lance? Wow, we got it. We got it, guys. We got the Amazing Spider-Man Bagglass. Oh yes, que c'est cool. Je me suis dit que j'allais faire quand même un dernier passage avec la lumière du jour parce que ça rend encore plus hommage à la vibrance des couleurs. Le print est vraiment super tight. Ok, là c'est vrai, au McFly. À la lumière, on peut voir à quel point les dommages étaient extrêmement avancés sur le Bagglass de l'Amazing Spider-Man. Ça va faire tellement, mais tellement de bien d'avoir le tout nouveau Bagglass réimprimé. Et que ça fait du bien de voir ça avec les textes qui apparaissent super bien, bien découpés grâce aux lumières, avec les encres blanches derrière, les masques. On a maintenant un Bagglass en parfaite condition. C'est tellement satisfaisant après tout ce travail-là. Ça fait 2 mois que je suis là-dessus pratiquement. Et oui, les personnages... excusez-moi, là, j'en perds mes mots. Je suis vraiment tellement content. C'est un des plus beaux Bagglass, selon moi, de l'histoire de la pinball. Et ça a valu la peine de se battre pour rendre cette machine-là sa gloire d'antan. Alors, merci d'être à l'écoute. Merci d'avoir écouté cette capsule sur comment refaire un Bagglass. C'est simple, hein? C'est 1, 2, 3, à peu près. Hein? Un beau petit do-it-yourself. Portez-vous bien, likez, partagez si ça vous dit. On est obligé à rien à la vie. À la prochaine.